Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cette rétrospective sur les films Disney. La dernière fois, on avait commencé avec les 7 premiers films, donc on allait du classique Blanche-Neige et les 7 nains jusqu'aux 3 Caballeros. Et aujourd'hui, nous allons aborder 6 films, de la boîte à musique jusqu'au film Le Crapaud et le Maître d'école. Donc il va y avoir quelque chose à dire, même si vous allez voir qu'il y a moins de films vraiment hyper intéressants comparés aux premiers films dont on a parlé, mais ce n'est pas grave, on va les aborder tous ensemble. On a bien sûr l'équipe que vous connaissez, à savoir Cinéphage et Mélanie. J'espère que vous allez bien de votre côté. Oui. Oui, très bien. Parfait. Ça fait 2 ans qu'on a enregistré la première émission. Alors Et, techniquement, je suis content qu'on se retrouve. c'est vrai que ça doit faire un petit paquet de temps à un moment où on sort cette vidéo, donc ce sera amusant de voir ça lorsqu'elle va sortir. Comment on aurait évolué finalement, est-ce qu'on sera de nouvelles personnes ou pas, ça qu'on se parlera plus jamais, enfin bref, ça va être génial. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier film de cette deuxième partie de rétrospective, puisqu'on va commencer avec le film La boîte à musique. Believe it. I don't believe it. It's true, but be careful. You may laugh so hard you won't be able to hear the music. Be sure you see the extraordinary Make Mine music. Donc La boîte à musique, c'est le 8e film de chez Disney qui est sorti en 1946 aux États-Unis et en 1949 en France. Mon cher cinéphage, as-tu quelque chose à dire sur ce film avant que nous entamions la critique, si je puis dire? Eh ben, en fait, il faut savoir que là, on est juste après la guerre. Disney est dans la panade parce qu'il a fait plusieurs projets qui ont coûté cher, dont Bambi, et qui n'ont pas réussi à avoir un succès escompté, ou en tout cas suffisant, compte tenu de l'époque, et étant donné que Bambi et tout ça par la suite deviendront largement rentables grâce aux ressorties et bien sûr aux sorties physiques. Mais là, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Disney est là en disant c'est un peu chaud quand même. Du coup, il faut qu'on fasse du court, du pas cher, pour pouvoir s'assurer un minimum de succès et pour pouvoir permettre de refaire prochainement, dans quelques années, des longs métrages. Donc, Disney va mettre en pause un certain nombre de projets et ne va en retenir que quelques-uns. Ça va être, grosso modo, tous les films que nous avons parlé ce soir, c'est-à-dire les 6 films. Et le premier en date, La boîte à musique, sert de premier abord à réutiliser toutes les séquences qui étaient prévues pour Fantasia, puisque je vous rappelle que Fantasia était prévu pour être un film évolutif, c'est-à-dire que chaque année, vous avez vu un nouveau court-métrage en plus ou en moins de Fantasia. Et du coup, il y a plusieurs segments qui étaient prévus pour ce projet-là, qui ont été mis dans la boîte à musique. Certains courts-métrages qui étaient prévus juste pour être diffusés comme ça ont été mis aussi dans la boîte à musique, donc ce qui donne un pot pourri entre séquences chantées et séquences animées. Pierre et le Loup devait commencer de manière un peu différente, et puis au final, c'est raconté par une voix off. But it isn't the wolf at all. It's only Sonia the duck. Ce qui, je trouve, pour moi, flingue un peu le concept du court-métrage, qui est très bien, mais ça aurait été mieux de ne pas avoir de voix off, puisque la narration visuelle se suffit entièrement elle-même. Mais voilà, donc la boîte à musique, c'est un melting pot, et le film marchotera, mais sans être extraordinaire. Et à noter qu'en France, on a eu la participation de Madame Edith Piaf. Voilà. Johnny, oh Johnny, ton petit bonnet bleu. De mon côté, je vais commencer. Ça va être un peu le cas de la plupart des films dont on va parler aujourd'hui. J'avoue ne pas avoir énormément de choses à dire, tellement que le film en soi n'est pas particulièrement mauvais. Je trouve que ça fonctionnait plutôt bien là, l'ensemble des courts-métrages, chacun dans leur domaine. Ils essaient un petit peu des choses différentes, surtout qu'on peut saluer le fait que chaque court-métrage est assez différent, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Mais le problème étant que la plupart des courts-métrages sont quand même très plats, ou en tout cas t'en ressors pas avec quelque chose. Pour tout vous dire, je pense qu'il y a combien de courts-métrages? Je crois qu'il me semble qu'il y en a Il y en a 10, je crois, 10, ouais. 10 séquences. C'était entre 7 ou 10, mais effectivement il y en a une dizaine, et je crois que je m'en souviens que de 3, mais vraiment bien en tout cas. Il y en a un autour du baseball qui m'a plutôt plu, que j'ai apprécié,
qui est pas un immense court-métrage ou quoi, mais on va dire que la façon Casé au dont c'était- bâton. Voilà, merci. La façon dont était racontée l'histoire était plutôt sympathique, quoi, ça se regardait. Avec la première insulte. Effectivement, on entend Président dans chez le public, Disney. Salaud. Salaud, griffon des gradins! salaud. J'étais là, what? Il faut savoir que c'est la première fois que j'ai vu le film en VF. Hein, parce que le film est très difficile à trouver. Et moi, je ne dispose que d'un DVD VO qui est présent dans le grand coffret que je vous ai présenté dans la première émission. Donc, Ça a dû te faire un choc. ah bah là, oui, j'étais là, pardon, j'entends mal, salaud. Enfin bref, extraordinaire. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, les 6, je les découvre. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Je suis sûr certain que je les ai jamais vus, les 6 dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a celui avec sur le baseball, il y a celui autour du loup et de Pierrot. Pierre et le loup. Voilà, Pierre le loup. Qui est plutôt sympathique également. Mais par contre, mon préféré, je crois que c'est le dernier, avec la baleine. La baleine qui devient chanteuse d'opéra, tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, plutôt... Avec une morale, voilà. Comment dire Vas-y, explique-moi. Disons que ça se finit pas plutôt bien. Hein. C'est bon, on peut spoiler. Hein. Bah, la baleine est mourue. C'est triste, quoi, comme histoire. Ça dénonce un peu... Tu vois? Ouais. L'humain détruit tout ce qui est beau, quoi. Tout ce qui est différent. Attends, je sais. Bon, voilà, même celui-là m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Je trouve ça bien. Un bon petit court-métrage avec une idée que je trouve plutôt rigolote. Voir justement tous les passages où t'as la baleine littéralement dans l'opéra. Il y a une telle grandeur, on va dire, par rapport à la taille de la baleine et des lieux et des humains qui fait que je trouve que il se passe quelque chose à l'écran, quoi, au moins. Une impression 3D bien faite. Voilà. Donc c'est le court-métrage que j'ai le plus apprécié du film. Il n'empêche que bon, c'est clairement pas un film qui va me marquer, même dans ses courts-métrages. Donc à titre personnel, La boîte à musique, c'est un film qui se regarde, mais sans plus. Voilà. Le cinéphage, tu peux enchaîner, si tu le souhaites. Bah, juste, je voulais dire, parce que je vais en passer juste après, vu que c'est une émission consacrée aussi un peu sur la nostalgie, j'ai ressorti quelques VHS. Alors, j'ai retrouvé derrière les fagots Blanche-Neige et les 7 nains. Là, vous pouvez voir à quel point on est sur la bonne vieille VHS. J'ai retrouvé Pinocchio. Ah, je l'avais, ouais, celui-là. Pinocchio, bien sûr. Je n'avais pas Fantasia. Quel dommage. Oui, quel dommage. Oui, quel dommage. Dumbo, bien sûr. Franchement, la cassette doit être quasi neuve tellement je l'appréciais pas, ce dessin animé. Bambi, un peu plus usé, hein, Bambi. Ah, ça va. Et pour vous dire que je ne suis pas un menteur, oui, j'avais la VHS des Trois Caballeros. Voilà. Personne Ça ne va, t'a accusé de t'as encore mensonge, les hein, images. tu sais, Voilà. Personne t'a accusé de menteur, hein, je pense. Et donc, pour vous dire à quel point, quand même, la boîte à musique, alors je l'ai découvert totalement il y a 3-4 ans, mais j'ai cette rareté qui est la VHS de Pierre et le Loup. Et bah dis donc, une VHS juste Voilà. pour un court-métrage. Alors, Je pense oui, que c'est ça qu'ont vu mon frère et ma soeur, enfin surtout mon frère. Pierre et le loup et tout, j'en entends parler dans ma famille depuis tout le temps et moi je l'avais jamais vu. Je l'ai découvert là avec la boîte à musique et je pense que c'est ça qu'ils avaient du coup. Ils avaient que Alors, il y Pierre et a le 2 loup. courts-métrages en plus dedans, mais qui sont pas dans la boîte à musique. Et il y en a un que je vous conseille absolument. C'est Jazz Band contre Symphony Land. Si vous voulez voir un film épique sur les instruments de musique qui se mettent sur la gueule, c'est extraordinaire. Et alors, Symphonique, qui est un court-métrage avec Mickey, qui est très très bon. Alors, moi, la boîte à musique, du coup, c'est un seul court-métrage où je vous avoue que les 3 quarts, je me suis allègrement ennuyé. Sincèrement, Blue Bayou, c'est très beau, mais... En fait, vu que c'est des chansons, vu que c'est pas vraiment des musiques symphoniques, ça m'ennuie assez facilement. Et la séquence Edith Piaf avec les chapeaux, c'est assez mignon, ça se laisse bien garder. Pierre et le loup, j'adore, mais parce que c'est lié à mon enfance. Et que je trouve que le loup est absolument effrayant. Voilà, c'est très glaçant. Ah, pareil, j'avais les poils qui se dressaient. Non, mais quand t'as le loup qui se tourne à la caméra, qui fait... Brrrr, Il ça, fait aussi la peur. caméra qui te prend. On
that wolf is everywhere. Il fait vraiment aussi peur que le loup dans Chapeauté 2, vraiment. Ah, pareil. Ah ouais, non mais. Ils se foutent de moi ou ils disent vraiment Pardon. Salopard. Oh, Pardon. je vais censurer, je mettrai un bip. Ah. Je mettrai un bip. Ouais, oui, c'est vrai, pensons aux enfants. Non, on a le droit de dire salaud, Disney le disait. Donc on a le droit de Oui, dire salaud. on pardonne. Mais sincèrement, le loup était assez effrayant. Et d'ailleurs, ils le disent, hein, les critiques et tout ça disent qu'apparemment c'était prévu pour que le loup soit un peu plus assagi. Et ça a été fait de manière à ce qu'il soit vraiment effrayant. Donc de ce côté-là, il y a 2-3 courts-métrages qui marchent bien sur moi. Donc c'est pour ça que je trouve que l'ensemble, tout n'est pas acheté, mais ça reste purement anecdotique. Et on voit qu'on va se lancer dans une phase où on est là pour meubler et pour sauver les meubles, quoi. Meubler, sauver les meubles. Ouais, j'ai vu, pas mal, pas mal. Et toi, Mélanie, qu'en penses-tu de ce film ? Complètement découverte pour moi aussi. Globalement, j'ai trouvé ça très moche. J'ai trouvé ça très long. Très longuet. J'ai mis en x1,5, hein, notamment pour passer un peu plus vite. En Pour plus, je les l'ai vu en commentaires, ça anglais, va. donc bon. C'est normal, je vous rappelle qu'ils s'ennuient devant Fantasia. Mais enfin, c'est du Fantasia, enfin, c'est la suite, quoi, vraiment. Bah, c'est chanté, donc c'est un peu différent. T'as pas moins le côté épique ou de dire ah je connais cet air-là et de voir des images par rapport à une musique que t'as déjà écoutée. Là t'es vraiment en mode ouais ta Là, chanson elle a vie, quoi. ouais, c'est ce que j'avais noté, c'est que Fantasia, autant j'avais des petits souvenirs et des rêves, des références un peu, des choses qui me autant en images qu'en musique, alors que là pas du tout. J'ai même pas du tout l'impression de regarder un Disney. Pour moi, c'est pas du tout la patte Disney. Et là, tout le reste d'ailleurs des films dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment du cartoon. J'ai l'impression de regarder les Looney Tunes ou je sais plus comment ça s'appelait là le dimanche soir sur Canal. J'ai vraiment l'impression de regarder ça. Donc moi, ça m'a pas plu du tout. La boîte à musique, c'était pas pour une entrée en matière, c'était un peu ennuyant. Voilà. Et il n'y en a aucun qui m'a marqué, hein, à part Pierre et le loup, parce que je connais la ref, mais... Je dis sinon, marqué, t'as bien compris. Non, mais oui, il n'y a rien Il y a plus la que j'ai musique. retenu. La musique. Celle-là, oui. Elle est hyper connue. Voilà. Mais oui. Mais- Non mais puis il y a une idée de base qui est intéressante d'avoir un personnage par instrument. Et Oui. en fait, je trouve qu'à l'oreille, ça fonctionne très très bien. Mais du coup, j'ai cherché, quand tu regardes l'histoire Ouais. et tout, du coup, tu cherches et tu retrouves les instruments. Et pour chaque normalement, de personnage. base, Pierre et le loup, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que rajouter une voix off, ça alourdit le truc. Je dis, on n'en a pas besoin, on comprend parfaitement ce qu'on voit à l'écran. Très bien. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la boîte à musique, je pense que vous avez compris que nous sommes mitigés, même si on ne crie pas à la catastrophe non plus totale, mais ça reste dans tous les cas un film Disney assez mineur dans l'histoire du studio. Ça n'a d'intérêt que si vous vous intéressez à l'histoire de Disney, pour moi. C'est ça. C'est pas un film Ouais. que je recommanderais en me disant faut que tu vois la boîte à musique, c'est vraiment Voilà. un super film. Voilà. Alors, on parlait d'un film mineur. Alors, le film suivant peut être considéré comme mineur, mais on peut dire qu'il a acquis un certain statut. C'est clairement, je pense, on peut dire le film le plus polémique de l'histoire du studio, celui que le studio veut cacher à tout prix. Vraiment, ça n'a jamais existé, mais pourtant, si, ça, un film du studio qui a bel et bien existé. C'est le 9e film de l'histoire du studio, si je ne dis pas de bêtises. On va en effet parler du film Mélodie du Sud. Vous adorerez la Mélodie du Sud, chef-d'œuvre de Walt Disney, primé aux Oscars pour la meilleure musique. Les fables, irrésistiblement drôles si l'on en croit le sympathique oncle Rémus, vous laisseront l'empreinte inoubliable d'un film signé Disney. Donc, Mélodie du Sud, sorti en 1946 aux États-Unis et sorti en 1949 en France. C'est un film qui a fait l'objet de nombreuses polémiques pour notamment son racisme, en tout cas accusé de nombreuses fois de racisme autour du contexte du film, autour des personnages, autour de ce qui est raconté dans le film. Et c'est donc un film qui a été longtemps caché, si je puis dire, enfin pas longtemps, mais en tout cas ces derniers temps, ces 20 dernières années, notamment les 10
différents directeurs, présidents de chez Disney, à savoir Michael Eisner, Robert Iger, etc., ont au fur et à mesure fait en sorte que le film soit de plus en plus mis sous le tapis, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est impossible de le trouver dans une édition, enfin, en tout cas de façon légale, à part dans des éditions DVD ou VHS vraiment très anciennes. En tout cas, de nos jours, par exemple, il n'est pas disponible sur Disney+, ce qui est la plateforme principale normalement de Disney. C'est impossible de le trouver sur ce site. D'ailleurs, c'est pas le seul film qu'on va traiter aujourd'hui qui n'est pas disponible sur Disney+, d'autres pour des raisons qui m'échappent un peu, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être de droit. Peut-être de droit, en effet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe sur le film en lui-même, Cinéphage, ou est-ce que déjà, ce que j'ai évoqué... Disney voulait faire adapter l'histoire des contes de l'oncle Rému. Donc c'est un bouquin écrit par, je vais vous retrouver ça, Joel Chandler Harris. Et il faut savoir que déjà à l'époque, avant que le film se fasse, il avait peur de la polémique et donc il avait réuni autour de lui un certain nombre de personnes qui étaient là pour chapeauter le projet, pour éviter qu'il soit trop raciste, ce qui n'empêchera pas que le film est ce qu'il est, mais disons que Walt Disney a vraiment cherché à faire les choses bien. C'est donc aussi pour ça que le film se passe après la guerre de sécession. C'était donc pour éviter toutes ces thématiques sur l'esclavagisme, même si, hélas, on va pas se mentir que même si le film ne parle pas d'esclavagisme, il y a un certain relent un peu dégueulasse dans l'écriture de certains personnages, mais voilà, le but était vraiment d'éviter toute polémique. Ça n'a pas fonctionné. Le film a cependant plutôt bien marché et marque aussi le début de la collaboration entre Disney et deux acteurs qui vont être les deux acteurs à signer des contrats pour Disney. Ce sont Bobby Driscoll et Loana Patton. Bobby Driscoll qui est le petit garçon et Loana Patton la petite fille. Et on va en parler souvent ce soir puisque ils ont été présents dans de nombreux projets. Bobby Driscoll étant bien évidemment connu pour être la tête de Peter Pan et pour avoir participé à d'autres projets. Ils sont tous les deux décédés depuis. Bobby Driscoll depuis très longtemps, hélas, à l'âge de 31 ans, il a sombré dans la drogue. Et Loana Patton est, il me semble, morte d'un cancer dans les années 90. Donc c'est dommage parce qu'on n'aura pas le retour de ces expériences-là sur ces acteurs. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Mais voilà, ce sont les deux acteurs emblématiques de cette période de Disney. Et l'acteur qui joue l'oncle Rému, dont je vais vous retrouver le nom, il faut savoir qu'il est décédé très peu de temps après le film et qu'il a fait plusieurs crises cardiaques pendant le tournage. Je ne retrouve pas son nom, James Baskett, voilà, qui est décédé le 9 juillet 1948 à l'âge de 44 ans. Oui, il a moins de 44 ans dans le film. Voilà. C'est bientôt notre tour, les gars. Allez. Je t'en prie, commence sur ce film. Quel est ton avis sur Mélodie du Sud ? Alors, c'est un film que je déteste allègrement. Je trouve, voilà, je reconnais ses qualités techniques puisque après Les Trois Caballeros, on revient sur une idée de lier l'animation avec des acteurs live action et donc je reconnais que ça fonctionne plutôt bien, même si le film n'a pas été restauré, ça marche quand même l'alliance entre les deux. Je reconnais aussi qu'il y a une chanson absolument intemporelle et qu'une fois que vous l'avez entendue, elle vous reste dans la tête, la zippity-doo, zippity, la 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 la. Et malheureusement, je déteste ce film puisque on a des relents assez dérangeants de racisme. Alors le racisme est jamais trop in your face, on va dire. C'est vraiment sur la question de comment sont traités les personnages entre les propriétaires blancs et les anciens esclaves qui du coup sont restés travailler dans la plantation. Et il y a un côté très paternaliste de la manière de parler à cette main-d'œuvre, limite en sous-entendant qu'ils sont idiots et qu'ils ont la même mentalité que les deux gamins que l'on voit incarnés par Bobby Driscoll et Loana Patton. Donc ça, c'est un peu dérangeant. En plus, la VF accentue par un doublage assez... voilà,
dérangeant. Ceci dit, si on devait mettre ça de côté, le film est quand même particulièrement ennuyeux et j'avoue que je ne m'attache à aucun des personnages. Après, c'est une période de l'histoire qui ne m'intéresse guère. L'oncle Rému est très sympathique, mais sinon, je m'en fiche un petit peu de cette histoire. Est-ce que c'est aussi par le fait que je n'ai pas du tout grandi avec ce film et que je l'ai découvert sur le tard je crois que la première fois que j'ai vu c'était il y a 3 ans. Est-ce que c'est ça? Probablement. Mais voilà, c'est un film que je trouve assez anecdotique et franchement de piètre qualité. Voilà. Très bien. Mélanie. Ah, tu veux pas y passer d'abord, hein, c'est ça? Ah, si tu veux, j'y vais maintenant. Écoute. Non, vas-y. Moi, j'avoue que je me suis beaucoup plus attardée sur l'histoire des enfants, sur le fait qu'ils apprennent des choses de la vie à travers les histoires de Monsieur Lapin. Je me suis prise au jeu de la partie cartoon, qui était un peu moins absurde que d'autres passages. J'ai trouvé, les personnages, en tout cas, les méchants, Renard et l'ours, je les ai trouvés assez bien faits. Et du coup, on parle d'intelligence, on parle de débrouillardise. Et ça parle aux enfants du coup de l'histoire. Et j'ai trouvé ça marrant comment eux, ils avancent dans leur propre histoire avec le parallèle de l'histoire en cartoon, quoi. Ça, j'ai trouvé plutôt pas mal. Si je parle que de ça, que de cette histoire, parce que évidemment que tout autour, c'est un petit peu spécial comme ambiance, on va dire. Même si, vu comment on m'en a parlé du racisme et tout, donc je découvrais le film... Je l'ai découvert cette année, et vu comment on en m'a parlé, c'est vrai que je m'attendais à plus violent. Je m'attendais à vraiment de l'esclavagisme, je m'attendais à même le petit garçon et la petite fille fassent preuve de racisme, etc. Et pas du tout, quoi. Ils sont très, très bienveillants, c'est leurs amis, ils vivent leur petite vie, et je trouvais ça très enfantin, je trouvais que c'était une histoire pour enfants tout à fait basique, et c'est vrai que c'est dommage qu'une fois qu'on grandit, on réfléchit un peu à comment ils ont tourné un peu l'histoire de ces personnes qui travaillent pour les Blancs. Et ça fait un peu aussi, vous voyez, le petit garçon blanc, il a des problèmes aussi. C'est un peu dommage qu'il y ait ce fond-là, on va dire, parce que je trouvais que les leçons de vie étaient quand même assez attachantes. Voilà. À noter qu'on peut faire un petit parallèle avec un autre film qui est considéré comme un classique et qui a quelques relents racistes, mais qui lui se passe pendant la guerre de sécession, c'était Autant n'emporte le vent, puisqu'on retrouve la même actrice, Hattie McDaniel, qui est, on peut le rappeler, la première actrice noire à avoir eu un Oscar, et qui avait une très très grande phrase qui disait que elle avait le choix à cette époque-là entre soit jouer une bonne pour $10 la journée, soit être une bonne pour $10 la semaine. Voilà, c'est ce qui vous montre l'époque. Voilà. En effet. Mais je vais enchaîner après Mélanie sur mon avis sur ce film. Et écoutez, j'avoue ne pas avoir détesté le moment. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, oui. Baisse ce bras droit, Sincho. Non, c'est pas ce que vous croyez. Baissez ses fourches, s'il vous plaît. Non, en fait, j'ai trouvé que, évidemment, que le fond et toute la façon dont... En fait, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan, presque. Tout ce qui est en sous-entendu qui fait que, effectivement, le film a un côté assez spécial et assez dérangeant autour justement de cette question du racisme. Et on peut pas le nier, clairement, c'est là, c'est présent. Ceci étant dit, la façon dont le film est fait autour de ces personnages, autour de ces deux petits-enfants, autour de ces histoires que Oncle Rémus, qui est un personnage que je trouve vraiment très appréciable, qui est vraiment un très beau personnage. La façon dont il raconte ces histoires, que les enfants du coup apprennent de ces histoires pour ensuite être meilleurs entre guillemets dans leur vie, être un peu plus compétents, etc. Alors évidemment, effectivement, c'est pas non plus l'histoire la plus folle que j'ai vue dans ce côté-là de récit initiatique, mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas trop mal, surtout que les passages en dessin animé, pour le coup, je les trouvais bien intégrés. Là où certains films, dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure, utilisent les acteurs et l'animation en même temps, de façon, je trouve, parfois un peu gratuite, sans trop d'intérêt. Là, je trouvais que c'était
plutôt pertinent. La façon dont ils utilisaient justement l'animation par rapport à l'histoire que Ancré Remus raconte aux enfants, ça permet d'exagérer un peu ce qu'ils racontent, surtout que les dessins animés en eux-mêmes, je les trouve plutôt cool, honnêtement. Je trouve qu'ils sont plutôt déjà plutôt drôles. Comme l'a dit Mélanie, ça m'a beaucoup fait penser aux Looney Tunes, bizarrement. La façon dont l'histoire était racontée, notamment le rire du méchant, le loup, là, il a un rire que je trouve assez drôle. Ils exagèrent vraiment énormément à ce niveau-là, et ça fonctionne plutôt bien. Bon, il y a 2-3 passages du film qui sont drôles malgré eux. Genre, il y a un passage, je crois que c'est plus à cause du doublage, où t'as la petite fille qui se fait pousser dans de la boue, et je crois que le doublage, vraiment, je respecte la personne qui est derrière, mais vraiment, il faisait genre... C'était J'ai mes salis. J'étais mort de rire durant ce passage, je crois que c'était pas J'avais envie de la film. repousser dans la boue, moi. C'était vraiment le seul passage où là j'ai fait... Mais tu n'as pas de cœur, Cinéphage, c'est une petite Non. fille. Il a pas de cœur, Elle est Cinéphage. trop mignonne, et le garçon aussi, ils étaient trop mignons. Et par contre, le chiot, il s'était mal... C'est horrible. Par contre, le chiot, il s'est fait maltraiter, mais par contre, j'ai pleuré. Ah, le pauvre petit chien. Oui, voilà, moi, c'est ça. Il s'est fait secouer, là. Ah, le petit chien. Ouais. Mais voilà, ça fait que même si le film reste anecdotique, il y a ce fond très dérangeant derrière, et voilà, ça reste un film, encore une fois, assez mineur dans l'histoire du studio, hein, c'est clairement pas un film très mémorable ou quoi, bah, je dois dire que dans tous les films dont on va parler aujourd'hui notamment, c'est l'un de ceux que j'ai préféré regarder, vraiment. Moi j'ai pris un peu de plaisir à la regarder, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble, voilà. À titre personnel. Rangez vos fours, je ne suis pas raciste. Arrêtez, je vous jure que ça n'a rien à voir. Je trouve juste le film plutôt bon. C'est bien, Voilà. ça n'a rien à voir. Certes. Certes, je suis. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais enfin voilà pour Mélodie du Sud, à moins que vous... Oui. Pour l'anecdote, du coup, la musique du film est utilisée dans les parades à Disneyland. Je l'ai reconnue comme ça, je me suis dit, mais ça me parle, donc c'est dans les parades. Et dans les spectacles aussi, dans les spectacles. Il y En avait tout cas, au tout début de Disneyland, ça y était, et j'arrive pas à me rappeler si les dernières parades il y avait, mais quand j'étais petite et que j'y allais, il y avait cette musique. Je revois les personnages danser sur des... L'attraction Splash Mountain aussi. Splash La Mountain. musique Ouais, ZPDUA, c'était dans Splash Mountain aussi. dans Space Mountain. Splash Mountain, excuse-moi. Non, Space, ça suffit. C'est Space Mountain. Non, il y a Splash Mountain, mais peut-être pas en France. C'était, t'étais sur des rondins de bois, tu descendais à un truc d'eau. Parce que t'es américain et t'as déjà allé au parc américain. Du coup, ça... No, but I I'm know. cinéphage. I love the country. I know that because Okay. j'avais un... Oh là, on est vraiment dans la nostalgie. J'avais un jeu vidéo où tu jouais Tic et Tac, c'était une sorte de Mario Kart, mais avec Disney, et du coup, les courses, c'était dans les parcs chacune des attractions. Et dans Splash Mountain, tu avais, du coup... Oui, bah, je vous confirme, il était qu'en Californie, et il a fermé quand ? Ah, il est fermé temporairement. Donc, il existe toujours. Depuis 2020, ils l'ont transformé pour que ça colle avec La Princesse et la Grenouille, et avec une version plus Bayou, quoi. Alors qu'à la base, c'était vraiment une rivière avec un tronc, et tu avais la musique Zipididua sur le truc, quoi. Et dernière anecdote, l'ours qui est en cartoon, je me souviens très bien l'avoir vu se balader dans le parc aussi quand j'étais petite. Et t'es là, mais c'est qui cet ours ? Et en fait, ça vient de là, et je suis ravie de l'apprendre. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce Mélodie du Sud ou pas ? Je pense qu'on a déjà fait le tour. C'est un film assez anecdotique au final. On en retient du coup bien sûr les polémiques derrière qui sont pas totalement effectivement injustifiées. Et voilà. Et de toute façon, vous ne pourrez pas le voir de manière légale. Voilà, donc de toute façon, vous risquez pas de le voir. Beaucoup d'entre vous risquent de ne pas trop le voir vu qu'il n'est pas disponible légalement. Alors, il existe un Blu-ray en Espagne, Voilà. intitulé Canción del Sud, mais voilà. C'est le seul moyen de se procurer en version physique en ce moment. Et je crois qu'il est sorti en DVD, mais vraiment pas sûr.
Il est sorti en VHS, ça c'est sûr et certain. Je suis sûr que tu vas te jeter sur l'import espagnol pour acquérir ce film. Non, surtout On qu'il n'y a pas de numéro sur la tranche, donc non. C'est vrai, ça c'est chiant, effectivement. Par contre, c'est con, parce qu'en fait, tu te dis, mais tu veux te faire une collection avec des numéros sur la tranche, Il y aura pas tout. mais il te manquera toujours celui-là. Faut faire un homemade ou un truc, je sais pas. En tous les cas, Faut renuméroter Disney. On passe au prochain film de notre sélection du jour, puisqu'on va passer à Coquin de printemps. Jiminy Cricket et Mickey, créé par Walt Disney lui-même. Oh, je n'arrive pas à le croire. Un classique de Walt Disney, Coquin de printemps. Pour la première fois en vidéo, en édition limitée, spéciale 50e anniversaire. Donc, Coquin de printemps, sorti en 1947 aux États-Unis et en 1950 en France, c'est un ensemble de 2 courts-métrages. Voilà, donc il y en a un premier qui tourne autour de Bongo. Alors, je n'ai pas envie de prononcer, je crois que c'est Bongo. Bongo. Bongo, exactement. Et le deuxième court-métrage, il porte sur Mickey, Donald et Dingo, et autour de la légende du haricot. Là, c'est Bongo, et effectivement, qu'on voit roi du cirque. Un roi du cirque, effectivement. Magnifique VHS, cinéma. Oui, là, il n'y a que celui-là dedans. Là, c'est vraiment une VHS pour 36 minutes. Et donc, voilà, c'est ces 2 films qui sont compilés, qui sont racontés. Alors, je sais plus si c'est celui-là, mais il me semble qu'il y a un acteur au milieu du film qui apparaît. Non, ça doit être dans un autre film. Je sais. Si, aussi dans celui-là. Où t'as dans la maison avec la marionnette. Bah, c'est pas dans Bongo. Non, je parle oui, effectivement du. Oui, donc Coquin de printemps. Je parle de film. De manière générale. Mais voilà, donc c'est ces 2 moyens-métrages assemblés avec une petite partie avec de vrais acteurs et une marionnette qui forment ce Coquin de printemps. Est-ce que tu as des choses à rajouter on retrouve Loana Patton dans ce film et l'autre acteur, alors nous ça nous dit rien, mais c'est Edgar Bergen qui est connu pour être un ventriloque très réputé aux États-Unis. On retrouve aussi Jiminy Cricket, qui est le narrateur de ce recueil de 2 moyens-métrages, avec donc Bongo, au roi du cirque, et Mickey et le haricot magique. Alors il faut savoir qu'à la base, ça devait être 2 longs-métrages, mais en fait Disney n'arrive pas à développer suffisamment les histoires. Bongo devait être une sorte de spin-off de Dumbo, et on devait retrouver pas mal de personnages secondaires de Dumbo, comme les gens du cirque, ou encore les éléphantes, qui étaient un peu gossip, là, un peu casse-pied, là, théorisé sur tout et n'importe quoi. Et Mickey et le haricot magique devait être un long métrage totalement, où Disney devait encore prêter sa voix à Mickey. Il faut savoir que Mickey et le haricot magique, c'est la dernière fois que Disney prête sa voix pour incarner Mickey, et que la plupart du temps, il est remplacé par un technicien du son, puisqu'il y a plusieurs séquences qui ont été doublées très tardivement dans le processus, et il a justifié ça en disant qu'il n'avait pas suffisamment de temps, mais en vrai, on connaît la vraie justification, c'est que Disney commençait déjà à avoir la voix bien modifiée compte tenu de son très fort tabagisme, et qu'il ne pouvait donc plus prêter sa voix pour incarner Mickey. Voilà. Je crois que c'est ce qui est con. Mais la vraie voix de Mickey, j'arrive très mal à le faire, ça vient de Walt Disney à la base. Et par contre, on retrouve l'acteur américain qui avait fait la voix, j'ai oublié son nom, mais qui avait fait la voix de Jiminy Cricket dans Pinocchio. Il revient pour prêter sa voix dans Coquin de printemps, qui s'appelle Fun and Fancy Free en VO, et dont les dessinateurs se foutaient allègrement de la gueule de ce titre. Disons que c'était un peu de la merde. Mélanie, je propose que tu commences sur ce Coquin de printemps. J'ai pas spécialement aimé. Voilà. J'ai trouvé le début très enjoué, un peu agressif comme ça, à répéter farandole et fantaisie pendant 3 minutes là. C'était un peu voilà. Et Bongo, du coup je vais commencer par Bongo. Déjà, clairement, ils ont dessiné un ours par-dessus Mickey. C'est les mêmes gestuels et... Moi, j'ai revu Mickey dedans. Pour la petite histoire, et c'est ça la grande révélation que je vous avais vendue, c'est que Bongo était parti pour remplacer Mickey. Mais ça n'est jamais arrivé. Dommage. Voilà. Il fait comme Oswald, il a disparu. Non, mais c'est très bien d'avoir gardé une petite souris, je pense.
Bongo, je sais Oui. pas trop quoi dire. J'ai noté rigolo mais chelou, voilà, ça résume un peu. Moi, j'ai pas trouvé ça spécialement intéressant. Elle a flingué mon enfance parce qu'elle a dit c'est quand même extraordinaire que Bongo et sa copine Louloubelle soient tout petits alors que les autres ours sont tous très très grands et veulent tous coucher avec Louloubelle. Non mais l'image était bizarre, désolé. J'étais là en disant, des fois, c'est bien de garder un certain enchantement dans son enfance et de ne pas réfléchir trop à ce qu'on voit en fait. Faut pas, il y a des films, faut pas voir adulte quoi. Au bout d'un moment, tu te dis mais c'est un peu bizarre. Non mais c'est vrai, ils sont tout petits, tout mignons, ils sont amoureux tous les deux et là il y a des gros nounours qui viennent l'enlever. C'est quoi ça quoi? C'est un peu chelou. Balance ton ours. Désolé, c'est une affaire. Balance ton ours. Le haricot magique, ça m'a rappelé un peu des souvenirs, alors que j'ai jamais vu Coquin de printemps, mais j'ai dû voir des extraits de haricot magique parce que je me suis souvenu quasi de tout, de l'histoire et tout. Par contre, les marionnettes au début, pour annoncer l'histoire, ça m'a traumatisé, elles sont horribles. Déjà que j'aime pas ça, les marionnettes, mais là, elles sont hyper moches. Les Roger Carrel dans la voix. En plus, il y a les sketchs, ils sont longs, les gags, ils sont longs. Enfin bon, laissez-moi avec Mickey, je sais pas, c'était pas mal. Autant, voilà, l'haricot magique et tout, je trouve ça assez marrant. L'adulte. Donald reste le plus drôle. Petite fille. Oui, bon, ça, on va pas. Ils ont pas trouvé d'excuses, on va dire. Ils ont rien trouvé. Il y en a pas. Voilà, j'ai trouvé les voix off hyper pénibles, ça casse le truc, sans engouement pour ce Coquin de printemps en tout cas. Très bien. Alors de mon côté, j'ai plutôt bien apprécié le film, les deux courts-métrages même. Enfin moyen-métrage du coup, on pourrait dire. Bongo était plutôt sympathique, effectivement le personnage est très enjoué, très expressif et ça rend plutôt bien à l'écran et j'ai trouvé que ça c'était plutôt un bon moyen-métrage, bien rythmé, tout ce qui était raconté était plutôt trépidant, l'animation était jolie, donc honnêtement c'est là encore un moyen-métrage dont je vais pas me souvenir non plus pendant des années, mais ça fait le café, c'est un bon court-métrage efficace et qui est plutôt bon. En ce qui concerne les parties avec de vrais acteurs, je suis d'accord qu'elles sont pas terribles. Ceci étant dit, j'avoue que les interventions de la marionnette durant le deuxième court-métrage m'ont fait beaucoup rire parce que vraiment ça te sort il se passe un truc et d'un coup il va dire une réplique genre complètement débile, je sais plus souvenir ce qu'il dit mais il y a des fois vraiment ça te... Tue la vache. Mais je crois qu'il n'y a qu'une solution, tuer la vache. Ouais, je sais pas, elle dit des trucs vraiment, ça sort de nulle part, mais justement je trouve que c'était plutôt drôle parce que je pense que c'était quand même un peu volontaire là-dessus, enfin je suppose, j'espère pour eux, parce que ça crée un décalage qui est plutôt drôle, même si effectivement ça te sort un peu du truc, mais bon, moi ça me dérange pas tant que ça. Au contraire, je trouve que ça rajoute un petit truc plutôt sympathique. Et le court-métrage du haricot était là encore vraiment très cool, avec des personnages assez bien caractérisés, qui ont une bonne alchimie, les trois principaux bien sûr qu'on connaît, Mickey, Dingo, Donald, etc. Ça fonctionne toujours bien quand c'est un minimum bien fait, et là c'est le cas, donc forcément ça fonctionne bien. J'ai découvert du coup un peu, je connaissais un petit peu bien sûr l'histoire du haricot magique, j'ai déjà vu quelques adaptations de cette histoire, mais j'aime bien la version qu'ils ont faite du géant, qui est plutôt drôle. Ça, je m'attendais pas trop à ça, je pensais que ce serait juste un gros géant bien crado, mais au final il est crado, mais il est aussi un petit peu con, surtout. Et il meurt. Et il meurt en plus. Donc ouais, c'est un moyen métrage que j'ai là aussi apprécié. Ce qui fait que le rendu global est bon. Je trouve que c'était plutôt cool, mais là encore, on n'est pas sur un film dont je vais me souvenir pendant des années. C'est un petit peu se répéter, j'ai l'impression, mais en même temps, c'est un petit peu que ça dans cette période de Disney pour l'instant. C'est des films qui sont pas forcément mauvais, en tout cas au premier abord, mais qui sont très anecdotiques, quoi. Ils sont là pour meubler, comme m'a dit Cinéphage. En tout cas, c'est cette impression que ça me donne, même si c'est pas non plus un mauvais film, loin de là, c'est un film que je trouve plutôt sympathique, mais assez oubliable. Pardon, mais il meurt pas le géant? Ah oui, c'est vrai qu'on croit qu'il meurt dans le court-métrage, mais en il ouvre le toit. Après, il ouvre le toit, mais bon... enfin, voilà. On va dire comme s'il mourait, voilà. Ouais.
Moi, je peux pas dire que j'ai oublié Coquin de printemps, puisque j'ai grandi avec Bongo. Alors par contre, Bien pour le sûr. coup, Coquin de printemps, la version complète, je l'ai découvert vraiment il y a 4-5 ans, quoi. Mickey et l'Haricot Magique, je crois que j'avais peut-être vu une fois, mais vraiment, ça m'avait pas tant que ça marqué. Alors Bongo, c'est vraiment un court-métrage de mon enfance, j'adore, malgré ce qu'en disent certains. Voilà, je trouve que les musiques sont très jolies. La narration qui est assurée par une chanteuse en version américaine, et je ne sais plus qui c'est qui fait la narration côté français. C'est pas indiqué, donc tant pis. Mais voilà, j'adore Bongo, ça me fait beaucoup rire. Et puis Mickey et l'Haricot Magique, ça marche plutôt bien, c'est trépidant, c'est bien rythmé. Là encore, Donald est le plus drôle et a les meilleures réactions. Là où Mickey est un peu chiant. Voilà, c'est Mickey. Mais voilà, moi, je trouve ça un bon recueil de moyen-métrage. Là, pour le coup, je trouve qu'on voit pas le temps passer. C'est bien fichu. Peut-être moins de transition, finalement, il n'y a peut-être pas trop besoin de transition humaine. D'ailleurs, les deux moyens-métrages seront diffusés séparément, et je pense sont plus connus pour être diffusés séparément que au sein d'un seul et même long-métrage. Mais voilà, Coquin de printemps, moi je valide. Je crois que c'est tout. Voilà. Honnêtement, je suis pas sûr que, encore une fois, c'est le cas de pas mal de films, il n'y a pas énormément de choses, je pense, à décortiquer. À part moi, Mélanie, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais en fait, je me posais la question pourquoi ces années-là, là, les films dont on parle, ils mettent autant d'humains, quoi. Pourquoi Parce que ça coûte moins cher. Ouais, c'est que ça coûte moins cher. Eh oui. Ouais. Je trouve Et ça c'est encore casse la mieux. magie Disney, quoi. Vraiment, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir regardé du Disney. C'est encore mieux quand tu emploies des enfants. Et oui, Ouais, et c'est toujours toi les mêmes, aussi surtout. si tu veux être un bon entrepreneur, emploie les enfants. Ça coûte moins cher. Mais que deux les mêmes. Voilà. Voilà, très bien. Je pense que vous avez compris que on est encore une fois sur un film assez anecdotique, au final, en tout cas un ensemble de moyens métrages. Pour l'instant, moi, de l'émission, là, c'est le meilleur pour moi, des trois. Oui, non, oui, c'est vrai. Effectivement, moi aussi, de mon côté. Pour ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est celui que j'ai apprécié également plus pour le moment. Et vous allez voir qu'on va continuer sur les films assez anecdotiques, si je puis dire, puisqu'on va passer, après avoir parlé de Mélodie du Sud, on va parler de Mélodie Cocktail. Now, for the very first time on video, you'll want to share these timeless, colorful musical stories with your family. Don't miss your chance to celebrate the 50th anniversary of Walt Disney's Melody Time. Donc Mélodie Cocktail, sorti en 1948 et en 1951 en France, c'est un ensemble de 7 courts-métrages, un peu comme ce qu'on a vu juste avant avec la boîte à musique, etc. C'est un ensemble, c'est un melting pot, et est-ce que tu as quelque chose à dire sur le film, sur sa création ou pas? Il me semble pas qu'il... Comme pour la boîte à musique, on est dans un melting pot de séquences sauvées de Fantasia, aussi des séquences rescapées des Trois Caballeros, puisqu'on a un court-métrage qui nous refait penser aux Trois Caballeros. On revoit Donald, on revoit José Carioca, et on revoit cette magnifique danseuse qui, cette fois-ci, joue du piano. Et puis, une volonté de la part de Disney à rendre hommage à des personnalités, des légendes américaines, comme Johnny Pepperpom, ou encore Pecos Bill, ce bon vieux Pecos Bill que personne ne connaît, ici en France. Et en voyant le court-métrage, on sait pourquoi. Il y a aussi des courts-métrages un peu plus poétiques, voilà, sur le mois de décembre, sur un côté un peu plus enfantin avec Petit Tout. Et oui, un arbre qui ne m'a pas du tout resté esprit. C'était une séquence musicale. C'était juste autour d'un arbre et voilà, c'est tout. Il y a pas de. Voilà, oui, parce que pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, rien de plus à ajouter, c'est anecdotique, c'est une énième compilation et le film se fera légèrement descendre par la critique. Voilà. J'ai envie de dire, je vais commencer, je comprends pourquoi, parce que honnêtement, alors c'est pas celui que j'ai le moins aimé de ce soir,
Il y en a un autre juste après que j'ai beaucoup moins aimé. Mais celui-là, j'en ai presque aucun souvenir. Alors que je l'ai vu il y a quelques jours. Ce qui montre que vraiment, là, on atteint, il n'y a même plus... À la limite, il y a Petit Tout qui est mignon, mais disons que je vais pas non plus me dire, putain, ce court-métrage, il était vraiment bien, il était vraiment super bien fait. Vraiment, là, dans les 7, je vois à peu près quels sont les courts-métrages, mais j'en ai presque aucun souvenir. Je trouve que c'est d'une platitude assez dingue, c'est pas forcément mauvais, là encore. C'est juste que... y a rien. C'est que même les courts-métrages qui sur papier pourraient être cool, c'est des repompés sur d'autres courts-métrages. Tu as parlé du fait que les Trois Caballeros, qui est un peu repris. Sur le papier, c'est pas trop mal, mais on a déjà vu ça. J'ai déjà vu ça dans les Trois Caballeros. Du coup, c'est quoi l'intérêt de me refaire un court-métrage qui a exactement le même truc? Je vois pas trop. Mais pourquoi pas, ça a pu faire plaisir à certaines personnes, tant mieux. Mais honnêtement, je vais pas en dire plus sur ce film. Je crois honnêtement que j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve ça extrêmement anecdotique, probablement le plus anecdotique qu'on a traité jusque-là, parce que vraiment là, il n'y a aucun élément qui me soit resté vraiment en tête. Voilà, donc ce n'est pas validé de mon côté, clairement. Mélanie, allez. J'ajouterais même que c'est la poubelle patriée de Disney, non mais... J'adore quand t'es comme ça, mais continue. Ouais, en fait, il n'y a pas de ligne directive. En fait, quand tu m'as rappelé qu'il y avait cette histoire de Donald et tout, je me suis dit, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les autres courts-métrages. Et là où Boîte à musique ou même Fantasia, il y a quand même une ligne directive sur la musique, etc. Là, c'est vraiment, on a envie de raconter ça, on y met quoi. On y met tout ensemble, surtout. Et encore une fois, les dessins sont moches. C'est pas du tout Disney, c'est du cartoon à l'américaine. Là, par contre, ça pue l'américain de fou, je trouve. Surtout le dernier. Surtout le dernier, oui, c'est vrai. Il y a toujours des histoires de nana, dont on voit sa culotte, on voit pas sa culotte. Elle est toujours plus belle que le personnage principal. Bref, ça m'a un peu énervé pour le coup. Et ouais, c'est hyper américain et du cartoon mal fait. Même le poème sur l'arbre qui est en plein milieu, là, on sait pas pourquoi, qui fait une petite pause musicale à la rigueur qui était peut-être un petit peu plus jolie niveau dessin, mais encore, franchement, c'est... Et en plus, oui, là on fait l'émission le soir, je l'ai regardé dans la journée. Et il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'images que je ne me souvenais plus jusqu'à ce qu'on en parle. Donc voilà, c'est pour dire l'impact de ce film-là. Voilà. Très bien. Et toi, Chimifage, est-ce que tu changes dans un avis différent? Je vais commencer par le positif. J'aime beaucoup le premier court-métrage. C'est un souvenir de décembre. Je trouve que c'est le plus joli. Et d'ailleurs, on voit que les dessinateurs... c'est le plus joli. Oui, et ils sont vraiment basés... Les animaux, ils sont moches. Tu rigoles ou quoi? Ah mais non, mais tu peux pas... lapins. Non mais les lapins, on a connu Pampan, et après on a ça. Oui, mais parce que le film a servi de débauche pour le style visuel de Cendrillon. Tu reconnaîtras, les chevaux sont très élancés, très grands, de très longs coups. Ah ouais, mais là c'est la tête brouillon, très là. mince. Mais je trouve qu'il a un charme, ce dessin animé. En plus, c'est une belle histoire. Il y a un petit côté trépidant en plus dans le côté la glace qui se fend et tout ça. Puis il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec la musique. Après, le reste, la séquence qui fait penser aux Trois Caballeros, c'est qu'une chanson, donc on s'en fiche un peu royalement. Petit Tout, ça ressemble quand même grandement au petit avion qu'on a vu dans Saludos Amigos. C'est le même schéma. Johnny Pepper-Pom. C'est une histoire sympathique, mais très, très, très catholique, très religieuse. Donc moi, personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et Pecos Bill, c'est ouvert par du coup le retour de Bobby Driscoll et Luana Patton qui sont juste là pour écouter une histoire. Et Pecos Bill, c'est une histoire vraiment assez dérangeante. À noter la première érection par Colt interposé d'un personnage Disney, puisqu'au moment où il embrasse sa compagne, il tire 2 coups.
Et oui. Le dessinateur a avoué qu'il avait dessiné cette séquence en disant ils vont trouver que c'est dégueulasse, ils vont pas la mettre. Et il a été surpris que de voir le haut montage fini, qu'ils avaient laissé la séquence et qu'elle est toujours restée. Voilà. Donc, voilà, bravo Disney. Non, puis franchement, le coup de, l'autre, elle a un arceau qui la fait rebondir, du coup, elle atteint la lune. Enfin, mais c'est du vrai folklore américain, ça? Bah, c'est une légende américaine, mais c'est d'un goût vraiment. C'est tellement grossier. Bon, c'est juste pour justifier le fait que les cow-boys hurlent à la lune. Les coyotes. Les cow-boys, les coyotes hurlent à la lune. Justement, en mémoire de Pecos Bill. Enfin voilà. Franchement, on est sur vraiment de la compilation vraiment bâclée, sans aucun liant, et je ne lui sauve du coup que le premier court-métrage que je trouve très joli et sympathique. Voilà. On continue sur malheureusement les films assez anecdotiques, encore plus pour celui-là du coup, malheureusement. On va passer au prochain film qui lui aussi n'est pas disponible sur Disney+. Étrange, mais bon, on ne sait pas, peut-être une question de droit. Il s'agit de Danny, le petit mouton noir. Vous tomberez irrémédiablement sous le charme de ce film rempli de dessins animés, dont la superbe musique a obtenu une nomination aux Oscars. Walt Disney présente Danny le petit mouton noir. Donc Danny le petit mouton noir, ou So Dear to My Heart en version originale, est sorti en 1948 ou 49, parce qu'il y en a en première en 48 et c'est sorti aussi aux États-Unis en 49, bref, entre 48 et 49, et est sorti en 1950 en France. Est-ce que Cinéphage, tu as quelque chose à dire sur le film avant qu'on l'attaque ? Oui, le film est réalisé par Harold Schuster. Il faut savoir qu'Harold Schuster venait de réaliser un film que vous connaissez de nom parce que vous devez sans doute connaître le bouquin. Il a réalisé Mon ami Flicka, qui est une histoire avec un canasson. Et Walt Disney a adoré ce film et du coup, il lui a demandé une adaptation du roman How Dear to My Heart, qui deviendra le film So Dear to My Heart. Donc Danny, So Dear, le petit, to My Heart, mouton noir, bien sûr. Et je ne me lâche jamais de ce gag. Parce que si près de mon cœur, enfin bref. Il faut savoir aussi que c'est un film en live action, mais qu'il y a des séquences d'animation, 15 minutes sur 1h18 de film. Ces séquences d'animation, j'en reviendrai, et je pense que tu en reviendras, elles sont totalement inutiles, mais il faut savoir qu'elles n'étaient pas prévues à la base, et qu'en fait, Walt Disney était contraint, d'une certaine manière, à les ajouter, du fait du contrat qu'il avait avec la RKO, le principal distributeur qui demandait un certain nombre de séquences d'animation. Donc, ça explique pourquoi on peut allègrement se passer de ces séquences d'animation, dont Walt Disney se justifie en disant que ce sont des séquences fantasmées du gamin qui imagine du coup son petit mouton noir, Danny, puisque le gamin rêve tout d'abord d'avoir un cheval de course, puis finalement il a un mouton noir, il se lie d'amitié avec lui, il s'occupe de lui, le petit mouton noir fait plein de petites facéties, voilà, qu'est-ce qu'il est marrant, et la grand-mère qui s'occupe du petit Jérémia. Interprété par Bobby Driscoll, parce que quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, Jérémia, il est où Jérémia? Bon, voilà, j'en ai bouffé dans tous les sens. Tu voulais t'appeler Jérémia. La grand-mère qui est incarnée quand même par une actrice absolument formidable et que je trouve géniale dans ce film, c'est Bella Bondi, qui est une actrice très connue dans le cinéma de Frank Capra. Elle a joué dans Monsieur Smith va au Sénat, dans l'intemporel chef-d'œuvre La vie est belle, et qui là je trouve est vraiment excellente. Bobby Driscoll aussi est très très bon dans son rôle. Tu peux donner ton avis sur le film également. Même Luana Patton. Oui, finalement je vais dire mon avis pour un film, parce que pour moi c'est un film absolument charmant. C'est une histoire toute simple, mais c'est un film charmant et je ne m'ennuie pas une seule seconde dans ce film, sauf, je vais le reconnaître, il y a une longueur au moment où ils se mettent à rechercher des abeilles, un essaim d'abeilles, on s'en fout royalement.
Bon, ça dure 5 minutes. Hein. Mais sinon, je trouve que l'histoire est très sympathique. L'alchimie entre le gamin et le mouton noir fonctionne bien. C'est amusant, on passe un bon moment. On rigole. Moi, je trouve que j'ai rigolé assez souvent. Il y a une séquence de danse qui est très très drôle avec l'oncle et la grand-mère. La grand-mère qui avait sans doute qu'une 50aine d'années. Mais voilà. Mais on faisait des enfants jeunes hein, à cette époque. Oui. Non mais c'est là qu'on se dit C'était grand-mère jeune, quoi, voilà. Ouais, non mais oui, c'est ça. Mais voilà, pour moi, c'est un film qui... J'avais peur de le revoir, parce que je l'ai facilement pas revu depuis 20 ans. Et finalement, je suis agréablement surpris, et sincèrement, je pense que c'est un film que je pourrais remontrer à ma nièce, par exemple. Je pense que, voilà, c'est un film qui fonctionne bien. Et à l'époque, il faut reconnaître que les critiques n'étaient pas très positives, mais que le film a énormément fonctionné sur le jeune public. Voilà. Et je viens de remarquer qu'il y a encore un vieil autocollant là, sur Danny le petit mouton noir, parce qu'à l'époque, il y avait un autocollant RTL. Parce que oui, RTL sponsorisait les cassettes Disney. Voilà. Ça, c'est un Allez voir Danny le petit mouton noir, c'est très bien. Très bien. Alors, je vais me permettre de commencer sur ce film extraordinaire. Vraiment, j'ai été ému de bout en bout par cette histoire terriblement touchante. Ça manque de ségrégationnisme. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai moins aimé le film. Moi, je trouve qu'il y en a bien plus en plus. Parce que le coup de « Ah bah il est noir et on peut rien en faire »,« Ah bah il est noir, il est du coup classé autrement, il a la médaille de la participation ». Ouais, mais la laine noire est peu utilisée, ça c'est un fait. Et puis bon, je pense que le bouquin de base est quand même grandement inspiré du vilain petit canard, donc je pense que avec carrément la maman mouton qui veut pas s'en occuper. Ah mais ça m'étonne pas. Bah on revient dans le vilain petit canard. Ouais, écoutez, vilain petit canard ou pas vilain petit canard, j'ai trouvé ça dans tous les cas extrêmement chiant. Je vais pas aller par quatre chemins. Vraiment, là, pour le coup, on est sur le premier film où vraiment j'ai eu beaucoup de mal au visionnage. Beaucoup de mal. Je trouvais ça d'une niaiserie, mais trop. Là, il y a trop. C'est pour enfants. Non, mais je m'en fous. Les autres, ils étaient un peu plus. Au moins, ils étaient beaux. Au moins, il y avait un truc. Là, je trouve vraiment qu'en plus, ça joue pas bien. Ah non, je suis désolé, ça joue pas bien. La grand-mère. Bah, à la limite, ils dansent ensemble, bon, ça sert à rien, mais au moins c'est mignon, allez. Jérémia. Le petit garçon, autant dans le Mélodie du Sud, c'est le même, je crois. Hein. C'est le même garçon. Oui. Ouais. Oui, c'est les mêmes. Et on retrouve aussi Luana Patton, qui est sa cousine. Je sais pas, peut-être. C'est la fille de l'oncle, mais des fois elle dit mon père, et lui il dit bah mon oncle il pense pareil. Il fait Bon, bref. Donc j'ai pas trop fait gaffe à ce genre de détails. En tout cas, dans Mélodie du Sud, je le trouvais bien plus appréciable que dans ce film, alors qu'il est censé être moins détestable, c'est bizarre, mais je sais pas, là dans ce film-là, je trouve qu'il est moins bon. Et autant les petites séquences avec Danny, quand il est animé, bah il est mignon en soi quand il est animé, même si les séquences servent à rien. Donc moi dans ma tête, quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait, le mouton il va être animé tout le temps, et en fait c'est ça, c'est un peu un truc, alors j'ai pas encore vu le film, mais je sais que Peter Elliott le dragon c'est un peu le même délire, c'est un truc animé qui interagit avec les machins. J'ai pas hâte de revoir ce truc. Ah, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Dans tous les cas, j'avoue que, alors la toute fin, j'ai un peu plus apprécié, j'aimais bien justement le truc de remise de prix, de machin, il y avait un côté plutôt mignon qui marchait bien, mais en dehors de ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chiant. J'ai pas d'autre mot que chiant, je me suis vraiment terriblement ennuyé, extrêmement anecdotique, je vois pas ce qu'il y a de vraiment très intéressant dans ce film, surtout qu'en plus, comme je vous l'avais dit, les séquences d'animation ne sont pas utiles du tout, ce qui te fait dire que c'est même pas un vrai film Disney en soi. Pas vraiment en tout cas. Donc c'est peut-être ça montre que Disney à l'époque était capable de faire des films live action, et ce qu'il fera par la suite au final, hein, parce que bien sûr. Ils en font un paquet. Après ils feront des meilleurs films en tout cas, bien sûr. Après ils font David Croquette, ils font d'autres trucs quoi. Enfin voilà, de mon côté c'est pas du tout un projet que j'ai aimé. Peut-être que ce n'est que moi, mais franchement j'ai pas du tout adhéré au délire, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Voilà.
Et toi, Mélanie, est-ce que tu es du côté obscur ou du côté lumineux? Sauve-moi, Mélanie. Non, moi je suis pile au milieu, je suis d'accord avec vous deux. Ah. Heureusement Par que tu es contre, là. ce que je trouve hallucinant, c'est que toi, cinéphage, t'as pas aimé Mélodie du Sud pour un peu le rythme et tout, alors que c'est exactement le même rythme dans Danny le Mouton Noir. Et à l'inverse, Ciné Chaud, toi, tu t'es fait chier dans Danny le Mouton Noir et t'as apprécié l'histoire de Mélodie du Sud. Bah parce que dans Mélodie Je du vous Sud... comprends pas. Non, je t'explique. Dans Mélodie du Sud, l'aspect autour de l'oncle Rémus qui raconte des histoires pour aider un peu les enfants à être un peu plus actifs, ou en tout cas à essayer d'être un peu meilleurs, c'était une histoire que je trouvais plus entraînante, en tout cas plus... Ça m'intéressait plus que ce qui est raconté dans Danny le Petit Mouton Noir, où c'est juste une histoire linéaire avec pas forcément de... Bah, après, il y a évolution. une jolie leçon quand même. Bon, il y a Dieu là-dedans, mais il y a une jolie leçon quand la grand-mère lui fait la morale pour lui dire au gamin, mais attends, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton mouton? Tu veux faire que gagner des prix, et alors que à la base, tu étais censé l'aimer juste pour ce qu'il était. Et On est d'accord qu'il y a Dieu, mais si tu remarques dans le film, tous ceux qui disent Dieu fait ci, fait ça, font les mauvaises décisions. Parce que non, la grand-mère ouais, mais non, il ne faut pas s'occuper du petit mouton noir. Dieu décidera. Au final, il s'occupe du petit mouton noir. Tu as fait une promesse à Dieu, et au finalement, la grand-mère va dire on s'en cogne. Ouais. C'est de la merde. Oui, Donc c'est en fait, vrai. finalement, c'est plutôt inversé au final. Ce Oui. monde-là. Mais elle apprend une jolie leçon à son petit-fils en disant qu'est-ce que représente Danny le mouton pour toi? Et je trouvais ça joli. Après, comment l'enfant réfléchit à ça, je trouvais ça mignon. En revanche, il y a au moins 20 minutes, voire plus, où on ne voit pas le mouton. Alors, le titre s'appelle littéralement Danny le mouton noir, et on le voit quasi pas. Pas beaucoup, en tout cas. Je rajouterais que tu as parlé d'alchimie cinéphage entre le gamin et le mouton. J'attends toujours où est-ce que tu as vu ça, parce que je... Non, mais surtout quand il est Tu sais, tout quand il petit. lui tire sur la laisse tout le temps. C'est surtout quand il est tout petit. Quand il est tout petit, il y a vraiment quelque chose, quoi. Après, quand le mouton grandit, bon, bah, à la fin, vite fait, voilà. Mais non, c'est sûr que sur le milieu du film, on le ressent moins, et c'est pour ça que pendant 20 minutes, tu vois pas le mouton. Mais au début, si. Quand il s'occupe de lui, quand il dort avec lui, enfin voilà, il y a quand même quelque chose. Enfin bon, c'est typiquement le film où tu as toute une partie développée sur comment arriver à telle fin pour qu'au final, la fin, donc qui est le concours, etc., a une autre... Enfin, comment dire, n'a pas la fin à laquelle on s'attendait, en mode bah, il va gagner le prix, c'est le meilleur mouton, c'est le plus beau et tout, et en fait non, il apprend une leçon, et tout le village même apprend la leçon et tout, donc c'est typiquement des films pour enfants, quoi. Moi, même ça me choquerait pas de le montrer pour des enfants, c'est dans son temps, on va dire que c'est ni mauvais, c'est ni très mauvais ni très bon, c'est typiquement un film de son temps, je trouve, de l'époque, pour les enfants. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Merci. Voilà. Non, mais ouais, non, je te rejoins. Après, avec le recul, je me dis que Melody Cocktail serait de mon côté moins bon que ce Danny. Ah ouais, pour moi, oui. Mais parce que vraiment, je te jure que quand je finissais ce film, je me suis dit vraiment c'est le pire que j'ai vu jusque-là. Hein. Mais vraiment, j'ai été persuadé. Après, moi, j'ai grandi avec lui, mais tu vois, quand je me dis que quand j'étais gamin, je le regardais quand même en entier à chaque fois. Alors, certes, je n'étais pas un gamin comme les autres. Voir Le Tombeau de Luciole à 4 ans, a sans doute fait relativiser certaines choses après quand je regardais Danny le Petit Mouton Noir. Mais ouais, quand j'étais gamin, je regardais souvent cette VHS et j'adorais cette histoire. Et ouais, en fait, je pense pourquoi je me suis moins ennuyé devant ce film-là que devant Mélodie du Sud, c'est que je m'attache beaucoup plus à l'aspect famille en fait qu'il y a dans ce film-là, puisque les personnages je les trouve plus attachants. Le gamin, la grand-mère, l'oncle, je les trouve tout de suite immédiatement sympathiques. Là où dans Mélodie du Sud, ben pour moi, il y a que l'oncle Rému et le gamin, mais sans plus, quoi. Je les trouve sympas, mais sans plus. Alors que là, vraiment, je suis très attaché à eux. T'as envie que les choses se passent bien. T'as même de la peine pour la grand-mère quand t'as le mouton qui casse tout.
Séquence vraiment très... voilà, ils ont vraiment foutu le paquet. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour économiser de l'argent, ils ont construit dans beaucoup de décors réels, en fait. Donc, Là, voilà. c'est le Il y même a décor que Mélodie du Sud aussi. J'ai lu que la majorité des scènes ont été retournées dans exactement le même décor que Mélodie du Sud. Ouais, Ah bah c'est- oui, oui, on s'y retrouve, oui, effectivement. voilà. Ça me choque. Mais franchement, voilà. Mais après, Cinépage, ça Et il a m'étonne été pas. nommé pour l'Oscar de la meilleure musique. Hein. Non, rien Ça à m'a foutre. pas marqué la musique, par contre. Mais je comprends que tu l'aies aimé. Moi, j'ai vu des images un paquet de fois dans les pubs dans les VHS Disney. Ouais. Il y était tout le temps. Danny et Petit Mouton Noir, j'ai vu des extraits pendant très longtemps. Donc je suis contente quand même de l'avoir vu, de l'avoir découvert aujourd'hui. Ah, je suis ravi aussi. Hein. Et vraiment, hein, j'insiste. Tu mourras moins bête. Voilà. C'est ça. Tu verras. Avec le temps. Ouais. Non, en fait, sincèrement, je suis content de savoir que, à mes yeux, le film n'a pas mal vieilli. Quoi. Mais d'ailleurs, même si on est très très loin de mon film live action Disney que j'adore, on en reparlera dans quelques émissions. Il y a des films live action que j'adore, que Mélanie a beaucoup de mal, mais que moi j'adore. Enfin voilà. On verra en live action parce que nous on va parler de dessins animés, mais je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de. Il y a quelques films en live action dans la liste, mais. Ouais, il y en a encore au moins 2. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. 3. Mais il y en a un que j'aime pas. En tout cas, ce Danny le Petit Mouton Noir, vous voyez qu'on est assez partagé, pour une fois, où il y en a qui apprécient le Pour une film. fois, on est tout le temps partagé. Non, il y a des fois, on est plutôt d'accord en vrai sur le fait que c'est très. Ouais. Franchement. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre avis si vous ne l'avez pas encore vu. N'hésitez pas, même si du coup, il n'est pas disponible sur Disney Plus non plus. Pourquoi ? Là, je ne sais pense pas. sincèrement que c'est une histoire de problème de Là, droit. ouais, je comprends pas. D'ailleurs, la boîte à musique était aussi pas disponible. Je l'ai pas dit, mais il me semble que la boîte à musique n'est pas disponible sur Disney Plus également. À voir. En fait, la question que je me pose, c'est qu'il faudrait quand même vérifier sur le Disney Plus VO. Oui, peut-être qu'en France, il y a un truc de. Vous auriez dû me dire ça quand j'étais aux States l'année dernière, où j'ai pu profiter de Disney Plus américain pendant 3 semaines et de me rendre compte que on avait la VF de plein de trucs formidables comme la série de Spider-Man de 1994 que nous n'avons pas du tout. Et voilà, Disney Plus France, s'il vous plaît, faites les choses bien. Voilà. Le message est passé, on leur enverra. Je vous propose qu'on passe au dernier film de cette deuxième partie, puisque nous allons aborder pour finir le film Le Crapaud et le Maître d'école. L'arrivée au village du maître d'école fit dire plus d'une parole. Et tous les gens comprirent qu'il n'y avait vraiment personne, comme Ichabod Crane. Le Crapaud et le Maître d'école, c'est un film sorti en 1949 aux États-Unis et en France, il n'est sorti qu'en 2003. En effet, il n'est sorti qu'en DVD. Il DVD, a 21 ans, pour être exact. Alors, au moment où cette vidéo sortira, on sera sur 23 ans, sûrement, mais dans tous les cas, voilà, une vingtaine d'années depuis la dernière fois où ce film, que ce film est sorti en France de façon légale, et ça rassemble 2 moyens-métrages. Il y en a un qui tourne autour du Crapaud, un personnage assez excentrique, si on peut dire, qui a une histoire assez particulière, assez succulente, et la deuxième histoire est inspirée directement d'une légende assez célèbre du cavalier sans tête, Sleepy Hollow, et ça va raconter, en tout cas ça va se servir de cette légende pour raconter son histoire. Voilà, pour ce qui est de cette histoire. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on attaque le film, cher Sylvain ? Pas grand chose. On est du coup, là on est vraiment sur la fin. C'est le dernier projet que devait développer Disney après la Seconde Guerre mondiale. Cendrillon est déjà dans les bacs, ils sont déjà chauds, ils savent pertinemment qu'après ce film-là, ils vont se remettre dans du long-métrage d'animation. Du coup, là, on se retrouve avec un moyen-métrage, Monsieur Crapaud, qui devait être un moyen-métrage plus long, de 45 minutes. Il a été réduit à 30 minutes pour pouvoir être inclus dans ce film-là. Et ils ont rajouté en plus un court-métrage
donc sur Sleepy Hollow et Cabot Crane, puisque je crois que de base le bouquin de Irving s'appelle vraiment Cabot Crane ou La légende de Sleepy Hollow. Ils ont plutôt bien adapté cette partie-là. Ils ont même gardé quelques points assez discutables sur le personnage principal, donc c'est assez intéressant. Et Disney joue aussi beaucoup sur la frayeur, vraiment tenter de provoquer la peur chez les enfants et les adultes. Donc c'est l'association de deux moyens-métrages assez curieuse, mais pas des plus inintéressantes, je trouve. Très bien, eh bien je propose que Mélanie, tu commences pour ce dernier film de cette deuxième partie. Encore un film complètement inconnu que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. J'avoue, j'ai pas énormément de choses à dire. Alors le crapaud, on dirait vraiment un conte avec un petit peu plus d'action, on va dire, mais ça ressemble beaucoup à un conte ou une fable même. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur le crapaud, j'avoue. À part qu'il y a des designs qui me font penser à d'autres choses, à d'autres films peut-être, parce que j'ai pas du tout vu ce moyen métrage, donc je sais pas d'où viennent ces images. Je sais pas si ça vous a fait aussi, mais en tout cas les dessins, le crayonné, je pense qu'ils ressemblent à des personnages qu'on verra après. Et sur le maître d'école, j'ai pas compris l'intérêt de l'histoire. J'avoue là que j'ai pas spécialement aimé, j'ai rien compris, non, mais c'est un prof, il vient dans un village, il bouffe tout le temps, et il a une petite peur d'un côté, et il va se perdre dans la forêt avec un cavalier sans tête qui lui fait peur, et après, voilà, bye bye, tout le monde rentre chez soi. J'ai pas compris l'intérêt de ce qu'on me racontait en fait. Voilà, c'est ni trop bien, ni vraiment mauvais, sans plus. Très bien, c'est noté. Alors de mon côté, je vais surprendre Cinéphage qui est un grand admirateur, vous le verrez juste après, du deuxième moyen métrage. J'ai préféré, je pense, le premier moyen métrage. Écoutez, comment dire, sortez-moi de là. Si je devais choisir, j'aurais fait pareil. Hein, voilà, génial. Non, en vrai, le premier moyen-métrage, ce que j'aime bien, c'est que il a un côté, tu en as parlé, une sorte de conte avec pas mal d'action. C'est assez rythmé comme moyen-métrage, vraiment. Pour le coup, j'ai trouvé que ça faisait du bien après plein de courts-métrages, de moyen-métrages hyper lents où il se passait vraiment pas grand-chose. Là, pour le coup, ça s'arrête jamais, quoi. C'est nickel, c'est péripétie, c'est cool. C'est bien rythmé. Je trouve que les personnages en plus sont plutôt sympathiques. C'est des designs assez originaux avec la taupe notamment, ou trucs comme ça. Je trouvais que ça a fonctionné plutôt bien. C'est pas révolutionnaire pour un sou non plus. Hein. On reste sur une histoire assez classique avec pas non plus de morale extraordinaire ou quoi. Mais je trouvais qu'en tant que divertissement, franchement, c'était un vrai bon plaisir. J'ai vraiment apprécié ce premier moyen métrage que j'ai trouvé très trépidant et très divertissant. Donc vraiment ça c'est une très belle découverte pour ce premier moyen métrage. Du coup je m'attendais vraiment à un super moyen métrage pour finir ce film, vu que Cinéphage me l'avait très bien vendu. Alors, il est bien quand même, je vais pas non plus dire qu'il est mauvais pour autant, rassure-toi. Ceci étant dit, je suis un peu dans la même situation que Mélanie en me disant, quand je finis le moyen métrage, je me dis, ok, et c'est-à-dire que c'est pas mal fait du tout. Toute la partie, effectivement, on a parlé Cinéphage un peu effrayante, on a joué avec le cavalier sans tête, avec la musique, surtout, la musique est très bien utilisée dans ce court-métrage parce que on avait déjà un petit peu ça dans les autres courts-métrages, mais là, je trouve que c'est encore plus le cas. Les mouvements des personnages sont synchronisés avec les musiques, mais encore plus. Même dans des simples petits mouvements de tête, dans des tout légers, ça va à chaque fois être millimétré. Et j'avoue que ça, pour le coup, c'était super appréciable parce que ça rajoute un rythme au moyen-métrage qui est vraiment excellent. Surtout qu'il y a des gags visuels qui fonctionnent bien. Il y a un passage où il se fait courser par le cavalier sans tête et il se fait attraper au niveau du cou, et du coup il tombe sur le cheval du cavalier sans tête, puis en fait il repasse autour de l'arbre, il se reprend la même branche, il réatterrit sur le même cheval. Selon les critiques, c'est considéré comme l'une des meilleures séquences animées de Disney. En termes de rythme, en termes d'enchaînement, en termes de gags, ça n'arrête pas en fait. Bah, honnêtement, je comprends, parce que c'est vraiment une très bonne séquence, très bien rythmée et très bien foutue. En fait, ce qui m'a un peu désarçonné, si je puis dire, c'est que vu que je m'attendais du coup à ce que ce soit Sleepy Hollow tout du long, en fait le fait que
sur les 30 minutes, t'es que, allez, je dirais 7-8 minutes de Sleepy Hollow, bah, du coup, je me suis dit, bah, du coup, c'est quoi? Enfin, je comprends pas, du coup, c'est quoi le Ah, le lien bouquin, entre c'est ça, ça? apparemment. Hein. Ah, bah, si c'est comme ça, en ce cas, je respecte, mais du coup, c'est vrai que moi, en tant que personne qui me dit juste, c'est un moyen métrage sur Sleepy Hollow, bah, je m'attendais pas à ce que ce soit, en fait, pas l'élément central, quoi, du truc. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent vraiment c'est Ichabod Crane. C'est vraiment Ichabod Crane, le personnage principal. Le maître d'école, hein, c'est dans le titre, Ouais, effectivement. Après, voilà, ça reste un moyen métrage que j'ai apprécié, qui est quand même bon également, et qui, effectivement, en termes de sens du rythme, est vraiment très bon également. Donc, honnêtement, même si je pense avoir préféré le premier, les deux sont vraiment bons. Et pour le coup, c'est l'une des meilleures découvertes que j'ai fait, je pense, dans les trucs un peu méconnus, on va dire, de ce qu'a fait Disney. Je trouve que c'est l'un de ceux qui s'en sort le mieux, qui est vraiment très appréciable et que je pourrais, pourquoi pas, à l'occasion revoir. Pourquoi pas. Pour le coup, c'est un film que je pourrais revoir sans trop de problème. Donc non, franchement, c'est pour le coup un bon film, honnêtement, je trouve. Et toi, Cinéphage, pour finir sur ce film? Ouais, bon, on finit très positivement. Je pense que les critiques disaient que le problème, c'est on peut très mal lier les deux moyens-métrages, et je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, les deux moyens-métrages sont très intéressants parce qu'on peut les lier sur le côté amoraux de leurs personnages principaux. On a d'un côté quelqu'un de très cupide avec Monsieur Crapaud qui abandonne allègrement ses amis juste pour s'acheter la nouvelle automobile, ce genre de choses, à se foutre dans le sacré pétrin, dont il laissera ses amis s'occuper de lui et réparer les problèmes, et lui ne fera pas grand-chose. Et on a du coup ce vrai court-métrage qui est très sympathique, avec un côté très sombre sur le côté de la prison, où la prison est montrée vraiment de manière très sombre. La course-poursuite est assez pesante, il y a pas mal de tensions. Et puis la séquence finale d'assaut dans le château est très sympathique, et on voit que Tom Cruise s'est inspiré donc de Monsieur Crapaud pour Mission Impossible, avec la séquence du filin. Bravo Tom Cruise. Donc si c'est ça, franchement, je demande à être payé. Pour le deuxième moyen-métrage, par contre, Ichabod Crane, c'est un deuxième moyen-métrage que j'adore. Déjà, qui est le narrateur? C'est Daniel Beretta. Il a une voix, mais c'est en termes d'ASMR, mais c'est du velours, quoi. En plus, c'est lui qui fait les chansons. Ichabod Crane. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très entraînant. En plus, les chansons sont très réussies. Et là aussi, on retrouve un côté amoral, parce que finalement, c'est une guerre entre le maître d'école et le bellâtre du village pour tomber amoureux de Katrina, la fille du riche propriétaire de la bourgade de Sleepy Hollow. Le maître d'école, on pense que c'est le mec le plus sympathique, puisque c'est un maître d'école, il n'a pas un physique très avantageux, et il est très gentil avec tout le monde, sauf que, en fait, on se rend compte qu'il est aussi amoral que le bellâtre, qui est une petite fripouille, puisqu'en fait, il en a un peu rien à faire de Katrina, et tout ce qu'il veut, en fait, c'est son pognon. Donc, c'est assez intéressant d'avoir... Et manger, surtout. Manger. Et manger. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir en fait un court-métrage où aucun des personnages n'est purement bon, en fait. Et du coup, on se surprend à être un moment du côté d'Ichabod Crane, un moment du côté du bellâtre. Enfin voilà, c'est assez partagé, c'est assez intéressant. Il y a la séquence de la danse dans le manoir qui est très très drôle, je trouve, où le bellâtre tente plusieurs fois de piéger Ichabod Crane, et à chaque fois c'est lui qui tombera dans les propres pièges qu'il veut dresser, ce qui est assez singulier, puisque généralement dans les dessins animés purement américains, le beau gosse n'est pas le méchant, et n'est pas celui qui se fait avoir dans les pièges. Et puis on finit sur cette séquence complètement horrifique, avec cette course-poursuite avec le cavalier sans tête, qui n'est pas du tout désamorcée. Donc elle est clairement vraie, canon avec l'histoire, elle n'est pas fantasmée ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, elle se termine de manière assez brusque, avec limite un jumpscare avec cette citrouille qui nous arrive sur la gueule. Et l'histoire qui te dit, oui, alors on n'a jamais retrouvé le corps d'Ichabod Crane. Certains disent qu'il a épousé une riche femme et tout ça, et en fait, en fin de compte, tu finis sur l'histoire en disant, en
fait, c'est peut-être des bobards. En fait, ça se peut, il est vraiment mort, le maître d'école. Du coup, il y a ce sentiment un petit peu grave, un petit peu fin, douce, amer, que je trouve intéressant. Et puis, je trouve l'animation totalement réussie sur ce court-métrage, très rythmé. Les personnages ont vraiment des gueules. Bon, Katrina, on sent que c'est l'ébauche totalement de Cendrillon. Hein. On sent que Cendrillon va être un peu pris sur le même carcan. Mais je trouve que sinon, sur les autres personnages, le Bellâtre, il nous fera peut-être un petit peu penser à Gaston un petit peu plus tard, je trouve. Mais voilà, Ichabod Crane, il y a vraiment une gueule très particulière. Voilà, moi, c'est un moyen métrage qui m'a marqué. Et du coup, certes, on pourrait reprocher qu'il n'y a pas trop de liens, mais je trouve que en termes de thématique, on s'y retrouve quand même. Il n'y a pas de séquence pour faire la jonction entre les moyens métrages. Je trouve que c'est mieux que Coquin de printemps, parce qu'au final, ça nous fait perdre du temps, ça fait perdre du rythme. T'as un léger truc. T'as un léger truc où t'as une légende machin, et en fait t'as une légende américaine. Voilà, mais qui est très Disney, quoi, parce qu'on retrouve ces fameux plans où on ouvre un bouquin et la narration commence par montrer des séquences de papier et après on rentre directement dans l'histoire. Enfin voilà, franchement, moi je trouve que c'est un film composé de moyens métrages très efficace, que je montrerais nécessairement pas à des jeunes enfants, peut-être plutôt attendre 6-7 ans, tu vois. À l'inverse, où Coquin de printemps est totalement accessible pour un très très jeune public. Là, Le Crapaud, le maître d'école, je peux peut-être comprendre pourquoi en France il a tardé à sortir, parce que c'est vrai, on voit qu'on est sur de l'expérimentation où Disney s'est dit bon, on va tenter ça, on va voir si ça marche ou pas. Est-ce qu'on peut tenter ce degré d'horreur et tout, parce que pour moi, on est limite on est au même niveau d'un Blanche-Neige sur certaines séquences où pour un très très jeune public, je peux comprendre que ça impressionne, quoi. Mais voilà, moi c'est un film d'animation que j'aime beaucoup. Et peut-être pour moi, de ce qu'on a vu là ce soir, pour moi c'est le meilleur. Pour moi aussi, donc il n'y a pas de problème, aucun souci. Et toi, de ton côté, Mélanie, ceux qu'on a traités ce soir, ce serait lequel le meilleur pour toi? J'hésite. Ou le moins pire, si jamais ça t'aide. Je dirais Dany et Mouton Noir. Ah. Voilà. Je respecte, aucun problème. Je vous propose qu'on conclue cette deuxième partie en faisant un petit point. C'est ce qu'on va prendre comme habitude chaque semaine, en tout cas plutôt toutes les 2 semaines, donc à chaque partie, on va donner notre top 3 et notre flop 3, peut-être top 5 ou top 10 si vraiment il concerne beaucoup de films. Mais pour le moment, on reste sur 3 films qu'on aime et 3 films qu'on n'aime pas. Comme ça, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure, selon nos visionnages ou revisionnages. Ce sera intéressant de voir ça. Donc, je vais inaugurer le bal en vous donnant du coup mon top personnel des films qu'on a pour l'instant traités sur les 13 films qu'on a vus. Je pense que le 3e que j'ai préféré, c'est Blanche-Neige. Ensuite, en 2e, nous avons Pinocchio. Et en première place, nous avons toujours Bambi, qui reste pour l'instant indétrônable dans ceux qu'on a vus. Et dans ceux que je n'ai pas aimé, au contraire, on a du coup la boîte à musique, qui est assez anecdotique. On a Melody Cocktail, qui est encore plus anecdotique. Et on a Dany le petit mouton noir, qui n'est malheureusement pas rentré dans... Voilà, j'ai pas... C'est le dernier pour toi. J'hésite avec Melody Cocktail, ça joue de peu, je sais pas. Okay. Pour l'instant, je vais faire coup-ci coup-ça, c'est entre les deux. Ensuite, au cinéphage, quel est ton top et ton flop pour le moment? Alors, mon top 3, alors en 3e position, Fantasia. En 2e position, Pinocchio. Et en 1re position, toujours Bambi. Donc mon top 3 n'a pas du tout été influencé par les films de ce soir. Mon top 5, si. Mais voilà. Mais côté flop, par contre, le 3e moins bon, c'est La boîte à musique. Le 2e moins bon, c'est Melody Cocktail. Et pour moi, le pire, c'est Mélodie du Sud, qui est pour moi, à l'heure actuelle, le seul film à avoir une note en dessous de la moyenne, dans le rouge. Très bien. C'est noté. De l'autre côté, Mélanie, pour finir, ton top 3 et ton flop 3. Bon, ça va si t'as que celui-là en dessous de la moyenne. Moi, il y en a un paquet qui sont en dessous de la moyenne. Après, il y en a qui sont juste la moyenne. Hein. Il y a Dany et Melody Cocktail. Voilà. Ah putain, moi je suis vénère alors, parce que bon, bref. J'ai beaucoup de 4 et de 3. Oula. Mon top 3,
3, en troisième position, j'ai mis Dumbo. En deuxième position, j'ai mis Pinocchio. Et la première, Bambi, évidemment. On se rejoint pour les deux Voilà, premiers. c'est ça. Pour le moment, c'est ça. En flop 3, j'ai mis troisième position Fantasia. Je me rappelle que j'ai pas passé un bon moment quand même. La deuxième position, c'est la boîte à musique. Et le pire du pire, pour moi, c'est Melody Cocktail. Voilà. Je comprends. Voilà. Donc c'est le premier... Oui, vas-y. Je ne dirai rien. Il Je dira ne dirai rien. J'ai juste une réflexion en disant, attends, ça... Rien. Je ne dirai rien. Bon, voilà le premier top et flop de cette rétrospective, et du coup, à chaque fois, ça risque d'évoluer selon les films qu'on va découvrir. C'est ça qui sera intéressant à observer. Bon, les flops, pas tout de suite. Hein. Les flops, ça va pas changer tout de suite, parce que on va pas se mentir que la prochaine émission, on est quand même sur du beau caviar. Hein. Ah, même en soi, si on regarde la suite du programme, on peut même aller jusqu'à dire que les deux prochaines émissions, on risque d'être particulièrement savoureuses, puisque je vous donne simplement le programme dans 2 semaines, du coup, pour la prochaine émission. Nous aurons droit à Cendrillon, à Alice au Pays des Merveilles, à Peter Pan, à La Belle et le Clochard, et à La Belle au Bois dormant. Normalement, on est sur du film de qualité, sachant que moi, il y en a personnellement... un, je vais vous surprendre. Ah, bah on verra ça dans 2 semaines, mais... Il y en a un que j'aime pas trop. De mon côté, dans les 5 qui sont cités là, il y en a que un où je suis sûr de l'avoir vu et un où je suis pas tellement sûr de l'avoir vu. Sérieux ? Ouais. Ah ouais, alors oui, là, oui. Là, mais mon gars, mais tu vas découvrir. Alors, je vais vous dire, le seul que j'ai Alors vu là- sûr, c'est Peter Pan. Je suis sûr que je l'ai vu. On aura l'occasion d'en reparler. Et Cendrillon, je pense l'avoir vu, mais j'ai un doute. J'ai pas une image sûre. Donc je n'ai pas vu Alice au Pays des Merveilles, je n'ai pas vu La Belle et le Clochard, j'ai pas vu La Belle au Bois dormant. T'es Oh, Alice tellement au Pays des pas Merveilles, prêt ça pour va piquer. Hein. T'es tellement pas prêt pour La Belle au Bois dormant. Sérieusement, ce film est encore à ce jour, on en reparlera, une claque visuelle monumentale. Moi, j'aime pas du tout. Ah, on aura l'occasion d'en reparler dans 2 semaines. Faut que je le revoie. Il Voilà. fait peur, il fait rire, il a un style visuel complètement unique. Il est à fond là. C'est extraordinaire. Ouais, c'est C'est aussi bien que Fantasia, ça promet. Je vous... Salaud. Voilà. Voilà. Et bien, merci à vous de nous avoir suivis dans cette 2e partie de cette rétrospective Disney. On vous dit à dans 2 semaines pour la suite du programme. Et à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Ciao. Zippity-doo, ah, zippity